Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Moustapha Madbouli remet une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir du Koweït pour participer au sommet arabe le 4 mars prochain. Hamas dénonce la décision israélienne de reporter la libération de 620 prisonniers prévus dans le cadre du fragile cessez-le-feu. Et enfin, une Allemagne déstabilisée par les crises vote pour des législatives sous pression de l'extrême droite et de Donald Trump. Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a remis une invitation de la part du président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, pour participer au prochain sommet arabe qui se tiendra au Caire le 4 mars prochain. Lors de son entretien en Koweït avec Cheikh Mash'al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Dr Madbouli a indiqué que le président el-Sisi aspirait à la participation de l'émir du Koweït au sommet arabe qui se tient à un moment très critique. De son côté, l'émir du Koweït s'est félicité de l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, soulignant la convergence de vues des pays sur la situation prévalente dans la région. L'émir du Koweït et M. Madbouli ont également examiné nombre de dossiers d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelati, a eu des appels téléphoniques avec son homologue de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Wagner, et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Olivier Ndohon-Giré. Au cours des appels, M. Abdelati a souligné les liens étroits reliant l'Égypte à la République démocratique du Congo et au Rwanda, ainsi que l'intérêt particulier accordé par l'Égypte au renforcement des perspectives de coopération avec les deux pays frères. Dr Madbouli a d'autre part exprimé son inquiétude envers les développements inquiétants de la situation dans l'Est du Congo. Il a souligné la nécessité de mettre fin à l'escalade et d'œuvrer en faveur de l'accalmie dans cette région afin d'aboutir à un règlement politique. Le mouvement palestinien Hamas a dénoncé la décision de l'occupation israélienne de reporter les libérations de 620 prisonniers palestiniens prévus dans le cadre du fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a prétendu attendre que le Hamas garantisse qu'il mettra fin aux cérémonies qualifiées d'humiliantes selon ses propres termes pour les otages libérés. Le Hamas a qualifié cette décision de prétexte pour contrer l'accord de cessez-le-feu. Sur le terrain, des convois d'aide humanitaire continuent d'affluer au terminal de Rafah pour entrer dans la bande de Gaza via les terminaux d'Al-Rouja et de Karm Abu Salem. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir les frères palestiniens souffrant d'une crise humanitaire à la suite de la guerre israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le terminal de Rafah avait accueilli hier un nouveau groupe des malades et des blessés de la bande de Gaza pour recevoir les soins médicaux nécessaires dans les hôpitaux égyptiens. Israël a annoncé que son armée avait vidé de leurs habitants 3 camps de réfugiés palestiniens du nord de la Cisjordanie où elle mène une vaste opération militaire depuis un mois et que ses soldats avaient pour ordre d'empêcher le retour chez eux. Baptisée Mur de Fer, cette opération de l'occupation israélienne a été lancée le 21 janvier, 48 heures après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu entre l'occupation israélienne et le mouvement palestinien Hamas. Aujourd'hui, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé le déploiement d'une unité de chars Arjinin et qu'elle était étendre encore ses opérations dans le nord de la Cisjordanie. Parallèlement, l'armée de l'occupation israélienne a lancé pour le 2e jour consécutif une série de raids ciblant des sites frontaliers entre la Syrie et le Liban. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir frappé des lanceurs de roquettes dans le sud du Liban présentant une menace imminente. Plusieurs attaques
israéliennes ont visé les régions de Tyr, plusieurs attaques ont visé les régions de Tyr et de Nabatiyeh, relativement éloignées de la frontière israélo-libanaise. Selon l'ANI, les parties israéliennes et libanaises n'ont fait aucun commentaire officiel concernant cette attaque. L'attaque de l'occupation israélienne constituait une violation de l'accord de cessez-le-feu entre Tel Aviv et Beyrouth. Le président russe Vladimir Poutine a martelé vouloir renforcer encore son armée, confortée à la veille du 3e anniversaire de son assaut contre l'Ukraine. Le virage des États-Unis de Donald Trump, qui se montre toujours plus hostile à l'égard de Kiev. Voici le point. Après avoir jugé l'Ukraine responsable du conflit ouvert des pourparlers avec Moscou, sans participation ukrainienne ou européenne, et qualifié son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de dictateur, le président américain a dit samedi vouloir récupérer le montant de l'aide fournie depuis 3 ans en obtenant accès aux ressources minières de l'Ukraine. Conforté par le revirement américain et des avancées sur le front, malgré de lourdes pertes, Vladimir Poutine a promis de muscler encore son armée, alors que le budget de l'État de l'économie sont déjà largement orientés vers l'effort de guerre. Le retour de Donald Trump semble le conforter, Washington ayant signalé son intention de se désengager du continent européen en s'en prenant à ses alliés et en critiquant de plus en plus vivement l'Ukraine. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à l'unité des États-Unis et de l'Europe en vue d'une paix durable face à la menace russe et à la crainte de perdre la parapluie américain. Les alliés européens de Kiev tentent de se mobiliser malgré leurs nombreux désaccords. Depuis l'entretien téléphonique Trump-Poutine du 12 février, le locataire de la Maison-Blanche a renversé la position des États-Unis sur l'Ukraine. Reprenons la rhétorique du Kremlin en s'en prenant à M. Zelensky sans jamais critiquer le président russe. Dans une initiative lourde de sous-entendus, les États-Unis ont proposé à l'Assemblée générale de l'ONU un projet de résolution à l'occasion du 3e anniversaire de l'assaut russe qui ne mentionne même pas le respect de l'intégrité territoriale ukrainienne. Allemagne. Le Royaume-Uni dévoilera demain un important train de sanctions contre la Russie à l'occasion de 3 ans de guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères David Lammy. Ce dernier a déclaré dans un communiqué que c'est le moment de serrer l'avis contre la Russie de Poutine. Il a ajouté que demain, il prévoit d'annoncer le plus gros paquet de sanctions contre la Russie depuis les jours qui ont suivi le début de la guerre pour éroder sa machine militaire et réduire les revenus qui alimentent la destruction en Ukraine. L'Union européenne doit adopter demain, elle aussi, une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, comprenant entre autres une interdiction d'importer de l'aluminium russe dont l'UE. Londres a déjà sanctionné plus de 1900 individus et entités en réponse au lancement de la guerre de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Quant à l'Allemagne, qui est déstabilisée par les crises, elle vote aujourd'hui pour des législatives où l'opposition conservatrice part largement favorite après une campagne bousculée, notamment par le retour au pouvoir de Donald Trump et l'essor de l'extrême droite. Donc voici tout de suite les détails. Surveillé dans le monde entier, le scrutin des législatives allemandes va doter la première puissance européenne d'un nouveau parlement pour affronter les défis qui ébranlent son modèle de prospérité et inquiètent la population. Le chef de file des conservateurs, Friedrich Merz, a dit que récession économique et menace de guerre commerciale avec Washington, remise en cause transatlantique et du parapluie américain de l'Allemagne et en plus 59 millions d'électeurs en jusqu'à 10 heures GM pour voter. Les premiers seront publiés dans la foulée. Friedrich Merz semble très bien placé pour devenir le prochain chancelier et donner un coup de barre à droite dans le pays. Après l'ère du social-démocrate Olaf Scholz, les derniers sondages le créditent d'environ 30% des intentions de vote. L'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, peut, elle, espérer au moins 20%, 2 fois plus qu'en 2021, et un résultat record. L'ADF a bénéficié aussi du soutien appuyé pendant des semaines de l'entourage de Donald Trump. Son conseiller Elon Musk
homme le plus riche du monde, n'a cessé de promouvoir la tête de liste du parti allemand, Alice Weidel, sur sa plateforme X. Les législatives anticipées ont lieu la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, vécue comme un choc en Allemagne. Interrogé sur ces élections allemandes, le président américain a répondu avec désinvolture, souhaité bonne chance à l'allié historique des États-Unis qui ont leurs propres problèmes. Le discours à Munich de son vice-président J.D. Vance, exhortant les partis traditionnels allemands à mettre fin à leur refus du gouverneur avec l'extrême droite, a creusé un peu plus le fossé entre Washington et Berlin. Le président américain Donald Trump a signé un mémo visant à freiner les investissements chinois dans des secteurs énergétiques américains dont la technologie et les infrastructures et critique une initiative fermement dénoncée par Pékin qui la juge discriminatoire. Selon la Maison-Blanche, ce mémo a pour objectif de promouvoir les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, en particulier contre les menaces posées par des adversaires étrangers tels que la Chine, selon les propres termes de la Maison-Blanche. L'administration américaine accuse Pékin d'exploiter de plus en plus les ressources américaines pour développer et moderniser ses dispositifs militaires de renseignement et d'autres appareils de sécurité. La Maison-Blanche accuse également certains adversaires étrangers dont la Chine d'investir dans des entreprises américaines afin d'obtenir des technologies de pointe et de la propriété intellectuelle. Donald Trump a imposé début février 10% de droits de douane supplémentaires en plus de ceux déjà existants sur les produits en provenance de Chine, mais a estimé mercredi qu'un accord commercial avec Pékin était possible. Dans notre page sportive, c'est le match entre l'Ali et les Zamalek. Clôturons donc cette édition par les degrés de la température prévue demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle édition de notre Jean Complet en langue française. Toujours ensuite, sur votre deuxième chaîne, sur notre deuxième chaîne nationale. Merci beaucoup et au revoir.